Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 190e SNC déjà. La barre des 200, je le dis à chaque fois, se rapproche, mais ça nous fait toujours aussi bizarre et on est toujours autant heureux que vous soyez toujours là malgré tout ce temps et que vous soyez toujours plus nombreux même à nous écouter en direct, en replay, en podcast. Et ça nous... Croyez-moi, ça nous motive beaucoup, ça nous fait très plaisir. Et il y a d'autres choses qui nous font plaisir. Une semaine de synthé qui commence par 2 victoires. C'était pas arrivé depuis longtemps, déjà des semaines avec plusieurs matchs, on n'a pas connu ça. Ça nous rappelle des bons souvenirs de soirs d'Europe, mais on a eu de la chance, peut-être un peu plus de réussite cette semaine, en tout cas hier pour le match à Amiens, mais ça va être à mes chroniqueurs de le dire. J'ai de la chance, moi c'est certain, de les avoir autour de la table. Il y en a un, on l'avait pas vu depuis un petit moment, mais il nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir pour s'occuper de vous dans le chat. Je commence par lui parce que bon, là, moi j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je l'ai pas vu. Gab, comment ça va, Gab? Salut Kevin, salut tout le monde. Effectivement, j'ai mis un peu de temps à revenir cette saison là. J'avais un peu de retard à l'allumage, mais content de revenir pour débriefer qui plus a une victoire. Donc content de retrouver tout le monde et content de retrouver le chat sur YouTube et sur Twitch. T'es un peu notre Stassin à nous, t'as un peu début de saison un peu galvaudé, des rumeurs mercato, et puis au final, t'es là pour prouver, c'est ça? Ouais, complètement. Hmm. Ouais, complètement. J'avais plusieurs contrats sur la table et au final j'ai choisi de rester dans mon club de cœur. Écoute, ça me fait plaisir que tu aies choisi de rester avec nous. Je suis persuadé que ça fera plaisir au chat de te retrouver ce soir. Vous ne rêvez pas, c'est un monde de fou. On en parlait avant l'émission. C'est un monde où il y a 2 SNC dans une même semaine, 2 matchs de synthé dans la même semaine. Un monde où Jean-Michel Aulas félicite les dirigeants de la S Saint-Etienne. Vous n'aurez pas pu manquer l'information. Mais c'est un monde de fou, c'est un monde où tout se croise. On a un ancien vert sur le terrain, un ancien professionnel. Adrien, bonsoir, comment ça va, Adrien? Bonsoir Kev, bonsoir tout le monde, ça va bien? Bah écoute, un bon milieu de semaine, on va dire. Maintenant, il faudrait que ça se termine par une victoire encore samedi, ça serait une super semaine. Ouais. Et on a celui qu'on appelle le professionnel, mais dans d'autres milieux. C'est mon bon vieux Hervé, comment ça va, Hervé? Salut Kevin, salut Adrien, salut Gab, salut tout le monde. Ben, écoute, ça va très très bien. Et moi aussi, j'ai plusieurs contrats effectivement à honorer avec effectivement ce surnom de professionnel. Oui, mais bon, ça c'est pour un public averti, quoi. Ah oui, c'est dommage parce que je sais qu'on est très peu dans la confidence sur ce qui se passe hors SNC, mais sachez que si un jour Hervé veut nous le confesser aussi, une vilaine langue telle que Joss Randall veut vous le dire, voilà, n'hésitez pas, mais ça vaut le détour. Ouais, mais on va parler de sa sœur après, il va pas être content. Ah ouais, non. Bon, on va y aller les gars, parce qu'on va quand même parler d'un match qui n'a pas rempli toutes ses promesses, mais au moins qui a eu le mérite d'aboutir sur une victoire des Verts, et ça fait toujours plaisir. Active Synthé Night Club, le débrief. Allez, n'hésitez pas dans le chat à être actifs, vous êtes déjà très nombreux. N'hésitez pas à nous dire vos retours sur l'émission. La dernière émission que j'ai enregistrée, Adrien était déjà là, c'était une émission pré-enregistrée, donc on n'avait pas vos retours, ça m'a beaucoup manqué. Cette fois-ci, vous êtes là avec moi, avec nous ce soir, donc on va se nourrir grâce à Gab de vos retours. Et il y a des choses à dire, messieurs. Je vais d'abord, avant qu'on lance le programme du soir et les sujets divers et variés, vous demander ce que vous avez pensé en quelques mots de ce petit match, cette victoire étriquée de l'AS Saint-Etienne. Hervé, je voudrais bien t'entendre. Ben écoute, moi je trouve que c'est un match qui, après celui de Reims, je trouve cet enchaînement des 2 matchs, même si on va parler bien évidemment du match contre Amiens, mais l'enchaînement des 2 matchs, je trouve que ça résume assez bien ce qui nous attend cette saison. À domicile, un stade plein, guichet fermé, ambiance de feu, etc.
des équipes qui vont sûrement arriver, en tout cas des concurrents pour la montée, qui vont arriver avec l'envie de faire tomber Saint-Étienne. Donc ils vont ouvrir le jeu, qui vont laisser des espaces, ça va donner des matchs spectaculaires. Et à l'extérieur, comme c'était le cas hier, face à une équipe valeureuse d'Amiens, qui était 5e au coup d'envoi du match, donc il réussit plutôt son début de saison aussi, je trouve que ça résume assez bien ce qui nous attend, c'est-à-dire pas forcément la possibilité d'écraser techniquement nos adversaires, des adversaires qui vont tenter de nous prendre à la gorge un petit peu, ça s'est beaucoup vu au début du match, mais malgré tout, la sensation quand même, en plus, avec les stats du match sous les yeux, la sensation que dès que les Verts veulent un petit peu accélérer et se mettre à jouer, ça va trop vite. Hier, on l'a vu, alors peut-être au goût de certaines, trop peu, mais on l'a vu sur quelques séquences de jeu, quand on commence à vouloir confisquer le ballon et à accélérer le mouvement du ballon, ça va trop vite pour nos adversaires. Donc voilà, c'est un succès à l'extérieur également, faut pas le négliger, ça. Donc moi je suis plutôt satisfait par les 3 points, c'est évident, et sur le contenu, pas vraiment surpris sur l'ensemble du match, quoi. Adrien, tu as pu voir le match en direct hier, et qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Comme l'a dit Hervé, ça va être comme ça à l'extérieur quand on va jouer sur des terrains comme Amiens, comme quand on va aller à Bastia. Même à Bastia, ça sera difficile malgré que ce soit dernier. On va être ça va avoir des blocs bas devant nous, ça va presser un petit moment, ça va durer 20-25 minutes. Et puis après, je pense avec la maîtrise technique collective que moi j'ai pu voir hier sur certaines phases de jeu, quand on va accélérer, on est intouchable. On l'a vu sur d'autres actions avec Milanovic, avec Tardieu au milieu. Quand ça veut jouer une touche de balle pour désaxer, pour repartir sur un côté, ça va très vite. Et Amiens a eu beaucoup de difficultés à bloquer ce jeu-là. Mais c'est vrai qu'à domicile, les grosses équipes comme Reims, comme Troyes, comme même le Red Star pour le moment qui est quand même 3e, quand ils vont venir ici, ils vont jouer. Donc ça va libérer des espaces, et avec les pointes de vitesse qu'on a sur les côtés, ça peut être que bon pour nous. À domicile, ce sera pas du tout le même jeu. À l'extérieur, pardon, ce sera pas du tout le même jeu. Oui. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression, on en reparlera tout à l'heure, mais qu'il y a beaucoup de choses qu'on va redire, parce on a débriefé ensemble, Adrien, le match à Clermont, et je pense qu'il y a beaucoup de choses que ces 2 matchs ont en commun. Je vous vois que vous êtes déjà bien lancé sur le chat, et je veux pas que Gab ruine son échauffement, donc je vais tout de suite vous donner vous donner la main. Gab, qu'est-ce qui se dit sur ce match Ouais, effectivement, ça envoie déjà pas mal. Le sentiment général, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction par rapport à la victoire qui a été difficile. C'est ce que tout le monde retient. On a Mathias sur Twitch qui nous dit qu'il a trouvé le match bien lent et il a pas forcément compris, mais on en parlera plus tard. Il a pas forcément compris le timing des changements d'Ordeland, même des non-changements, puisque il en a fait que 2 sur une semaine à 3 matchs, ce qui peut peut-être interroger. Sinon, on a Nico Saint-Paul qui nous dit je retiens que même quand on gagne, il y en a qui arrivent à râler. Toujours Mathias qui nous dit assez content parce que ça fait plusieurs années que ces matchs-là, à 2 balles, on les perd. Donc c'est bien pour nous. On voit à quel point Moefek est essentiel au milieu. Quand il est pas là, ça percute tout de suite de moins. Content qu'on ait remporté ce match malgré nos absents, même si on a un gros groupe de quasi 15 titulaires. On a Pascal qui nous dit une victoire méritée, même s'ils n'ont pas fait un grand match, ils ont eu pas mal d'occasions, des poteaux, un penalty non sifflé. Sinon sur YouTube, qu'on salue également, on a François qui nous dit que c'était un match très stressant, mais que la victoire est belle parce que, comme disait Mathias juste avant, il y a quelques mois, c'était des matchs qu'on aurait perdu, ce genre d'adversité, ce genre de match à Amiens, face à ce genre d'adversité. On a Tony aussi, on reviendra après sur les cas un peu plus personnels, mais qui nous dit qu'il a trouvé Boaké un peu plus à contre-temps, souvent remis le ballon en arrière alors qu'il avait le temps de se retourner et d'aller vers l'avant. Je pense par rapport à ses dernières prestations où il était assez en feu, c'est quelque chose qui a pu surprendre nos supporters, mais globalement il y a beaucoup de satisfaction par rapport à ce succès. Merci beaucoup, Gab. Ouais, c'est vrai, je d'accord avec tout ça, mais il y a beaucoup de points qu'on va aborder un peu plus loin. Un petit message, moi, qui m'a fait beaucoup rire de Laurent sur YouTube qui nous dit gros match de Apia. Alors, c'est vrai que
J'étais en train de bosser à côté au début du match. Et à chaque fois, j'entendais Apia. Je me suis dit, mais putain, je ne l'ai pas vu dans la compo. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai mon fils qui me dit, mais papa, Pierre, il a signé à Amiens. Je dis, non, c'est pas le même. Mais c'est clair, ça m'a induit en erreur au moins pendant 10 minutes. Moi, j'ai un coup de gueule. C'est vrai que Nico, il dit, il y en a qui râlent. Moi, je râle sur un truc de ce match. Ce sera ma seule intervention à titre perso. C'est par pitié, les gars, quand vous choisissez des couleurs de maillot pour jouer, mettez 2 couleurs qui se ressemblent pas à la télé, quoi, parce que putain, c'est pareil. Hein. Ça, je sais pas sur quel écran vous avez pu voir les matchs, les gars, mais je sais pas s'il y en a qui ont reconnu ceux qui ont eu ce problème-là hier, mais il a fallu s'adapter, adapter les yeux aux 2 couleurs de maillot. C'était difficile de différencier les deux par moment. Donc voilà. Mais de toute façon, j'ai très peu de chance quand même que la Ligue m'écoute et résolve ce problème. Donc donc c'est une bouteille à la mer. Ce qui n'en est pas une, messieurs, je sais, parce que vous allez rebondir sur ma requête, vous, c'est certain. C'est cette entame de match, je l'ai entendu dans les remontées du chat, et cette entame de match, elle était un petit peu délicate, et elle a failli nous coûter quelque chose, plusieurs occasions, plusieurs situations chaudes, et Saint-Étienne qui ne semblait pas apte à remettre le pied sur le ballon, comme on pourrait dire, et... Pour vous, ce que je veux vous demander, c'est pour vous à quoi c'est dû? Est-ce que c'est une gestion volontaire des efforts dans une semaine à 3 matchs, ou est-ce que c'est un manque de concentration, un peu de suffisance, de fatigue? Adrien, j'aimerais bien avoir ton œil là-dessus avant qu'on passe à Hervé. C'est jamais bien évident de refaire 2 matchs de la même façon comme on a fait comme Reims. Et pourtant, contre Reims, les 20 premières minutes, on était un petit peu dans le dur aussi. Mm. Là, pareil, les 20 premières minutes, on est en dedans. Alors, je pense que moi, le fait, c'est que les équipes chez qui on va ou qu'on reçoit, pendant les 20 premières minutes, ils essayent de donner un maximum pour essayer de marquer un but tout de suite. Parce que du moment où tu marques un but, l'équipe adverse va se découvrir. Et ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et du moment où tu passes les 20 minutes, tu passes le cap des 20 minutes, où tu as créé peu d'occasions contre toi, parce que certes, ils ont eu le monopole du ballon, le Amiens, mais il y a peu de temps d'occasion ça non plus, pas eu beaucoup de frappes. Et dès le moment où tu as passé ces 20 minutes et qu'ils ont commencé à reprendre la maîtrise du jeu, sincèrement, moi, je n'ai pas été inquiet plus que ça pendant le match. Pour toi, c'est pas... Et pour englober le sujet, Adrien, c'est cette victoire un peu au forceps, c'est pas tant dû à c'est ce qui est 50-50 on va dire entre la qualité d'Amiens et la Oui, gestion de Saint-Étienne. Amiens a bien joué, hein. Ils ont des très bons joueurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de Stéphanois, d'anciens Stéphanois sur la pelouse hier. On a pu voir Moconduit, on a pu voir le capitaine, je me souviens plus de l'Aubry, Bernard Denis dans la cage, qui a fait un ou 2 arrêts aussi. Mais non, pour moi, ils ont pas. Amiens a joué son jeu, a bien poussé par moment, les 20 premières minutes, et puis par intermittence en seconde mi-temps. Mais tu sais, nous, quand on est monté en 98-99, pareil, on avait eu une semaine à 3 matchs. Et c'est hyper compliqué d'enchaîner de très bons matchs à la suite. Je me souviens, on avait gagné Guignon en championnat 4-0. Après, on a gagné en Coupe de la Ligue contre Guignon aussi. Et le vendredi, on recevait Valence. Et ça avait été tout à fait ça avait pas été du tout les mêmes matchs. Puis tu te fatigues aussi parce que 3 matchs dans une semaine, c'est quand même pas évident non plus. Et de reproduire du jeu vraiment comme ça, c'est dur. Ouais. Et Hervé, toi, cette entame de match et ce match un petit peu étriqué, tu l'attribues à quoi? Alors, moi déjà, sur le départ, sur le départ du match, sur le premier quart d'heure, je pense qu'il faut faire le distinguo entre confiance et suffisance. Et honnêtement, je pense que c'est plutôt de la confiance qui a animé l'équipe des Verts, plus que de la suffisance. Ça aurait été de la suffisance si on avait pris un but, s'il y avait eu des actions vraiment avec des arrêts de l'Arseneur. Or, je ne crois pas me tromper, mais l'Arseneur, je ne l'ai pas vu faire grand-chose hier. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de confiance. Le fait de savoir que le match va être difficile, qu'il va y avoir des temps forts pour l'adversaire, donc des temps faibles pour nous, pour Saint-Étienne. Et moi, c'est la gestion de ces temps faibles qui, hier, m'a pas vraiment inquiété parce qu'on leur a pas laissé grand-chose. On voit les stats, 10 tirs, mais seulement 2 cadrés.
On a un peu tremblé sur une tête de Lobry qui a amené le dernier corner du match, par exemple, sur une frappe également de ce même Lobry. Mais après, je trouve qu'on leur a pas laissé grand-chose en termes d'occasion. Donc on a peut-être une équipe qui est en confiance, qui se dit qu'elle va faire le dos rond au début du match parce qu'il va falloir s'y habituer là aussi. On va rencontrer des équipes qui vont faire sûrement les meilleurs matchs face à nous, que ce soit chez eux ou à domicile pour nous à Geoffroy Guichard. Moi, j'ai trouvé une équipe en confiance, qui n'a pas paniqué, qui a très très bien géré les temps faibles. C'est arrivé au début du match, ça aurait pu arriver en fin de match, comme ça a été légèrement le cas, et où là, effectivement, avec un seul but d'avance, on a un petit peu plus tremblé. Maintenant, à quoi c'est dû? Je ne sais pas, peut-être, je vous dis, cette confiance-là de dire on va faire le dos rond, pas on va leur laisser croire que, parce que de la gestion, vraiment de la suffisance. Moi, je pense qu'ils sont dans la gestion. Quand on est à cette journée, qu'on est invaincu, qu'on a fait que 2 matchs nuls, qu'on a mis beaucoup de buts sans en encaisser trop, je pense que c'est une équipe qui peut être en confiance. Donc, peut-être un petit peu ça. Et puis après, gros début de match également de nos adversaires, que ce soit ce week-end ou hier soir, avec de la qualité technique des deux côtés. Donc voilà, c'est dû aussi à l'adversaire qui attaque pied au plancher, qui veut faire tomber le leader, qui plus est faire tomber Saint-Etienne. Donc ouais, peut-être voilà un petit peu de gestion en disant on les laisse un petit peu courir sur le début de match et puis après on met notre jeu en place tranquillement. Gab, sur ce sujet de l'entame de match compliqué et du match en lui-même compliqué, est-ce que le chat a des avis qui rejoignent nos chroniqueurs? Comme disait Hervé à l'instant, c'est vrai que beaucoup ont l'impression de voir nos adversaires faire leur match de l'année contre Saint-Etienne, ce qui est assez logique puisqu'on est leader et Saint-Etienne est un grand club historique du foot français. Donc c'est vrai que Louis nous dit notamment le début de match, c'est surtout à cause du gros pressing d'Amiens qui ont fait leur match de la saison. Euh, on a on a Pascal qui non pardon, on a Todd Croft qui nous dit j'ai l'impression que toutes les équipes que l'on affronte sont à leur meilleur niveau. François qui nous dit c'était un match à l'extérieur et l'adversaire a fait un gros pressing d'entrée. Voilà globalement là-dessus. On a The King Zoku qui nous dit ce qui relève quelque chose d'intéressant, c'est on ne prend pas de but dans nos temps faibles et on arrive à avoir des résultats même sans être grandiose. C'est ce qu'il faut pour être champion. Donc peut-être, enfin, on aura la réponse en fin de saison. On a Nico Saint-Paul qui nous dit certains ont pensé qu'il s'agissait de suffisance, mais au vu de la bonne gestion des temps faibles, je pense plutôt que la SSE a laissé venir Amiens et que ce n'était pas totalement involontaire. Donc c'est peut-être aussi une gestion de match, ces petits moments où on est un petit peu moins bien. On a Elches qui nous dit les équipes face à la SSE mettent beaucoup d'intensité en début de match, ce qui nous sert en deuxième période car on a un meilleur banc et je pense de meilleur cardio. C'est vrai que même si Orneland n'a pas beaucoup utilisé le banc ce mardi, je pense que le banc de la SSE est assez dingue pour de la Ligue 2. Et voilà globalement tout ce qui est dit. Donc il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus pour nos viewers qui ne sont pas inquiets par ces entames un petit peu moins bonnes des rencontres. Et Kevin, si je peux revenir rapidement sur ce qu'a dit Gab par rapport au chat, Bien sûr. le fait de les laisser venir justement et d'être en confiance parce qu'on les laisse venir dans notre camp, on les laisse s'approcher en sachant qu'on va pouvoir fermer avant que la situation devienne une action. Dans une gestion, je pense que c'est aussi le discours du coach ou en tout cas l'état d'esprit des joueurs. Si c'est Sainté qui attaque pied au plancher, on l'a dit et on l'a vu, dès qu'ils accélèrent, on est intouchable, comme l'a dit Adrien au début. Je pense donc que le fait de laisser un petit peu venir les adversaires, ça nous libère, nous aussi, à des moments, des espaces. Parce que si on commence, nous, les matchs pied au plancher, on sait ce qui se passe. On a une équipe qui joue à 9 derrière. On a un rideau de 4, un rideau de 5. Et puis, on va jouer à la baballe dans leur camp. On va avoir 78% de possession de balle sur une mi-temps. Et donc, c'est de la possession complètement stérile. Le fait de les laisser un petit peu arriver dans notre camp, encore une fois, ça libère aussi pour les Verts des espaces. Je pense que si on croit à cette théorie de la gestion, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'elle est exprimée, quoi. On gère, on les laisse venir pour justement pouvoir les prendre à leur jeu, entre guillemets, quoi. Cet exemple, on l'a eu contre Grenoble. On a 90% de possession de balle. On a passé tout le match dans leur camp. Ils ont eu une occasion.
on n'a pas su la maîtriser derrière, on prend un but. Donc à un moment ou à C'est un ça. autre, moi je pense que ils laissent un petit peu jouer, ils prennent leur marque aussi sur le terrain. Mais pour moi, comme dit Hervé, ils sont en confiance. Ils savent que même s'ils prennent un but, ils seront remontés au score. Et ils l'ont fait à Clermont. Ils l'ont fait à Laval aussi. Donc c'est quelque chose qui pour eux est maîtrisé, ce système du jeu. Et puis, tant que tu le dis, tant que tu as lâché le mot Clermont, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et on partagé ce débrief ensemble, Adrien. Mm. Moi, j'ai trouvé que c'était des matchs qui se ressemblaient, ces deux équipes Bien sûr. qui ont bien pressé, qui étaient bien organisées, qui ont semblé trouver nos points de fragilité, on va dire, pour nous déséquilibrer et peut-être faire douter un petit peu la machine, en tout cas réussir à faire douter le spectateur, ce qui n'est pas toujours, ce qui n'était pas toujours gagné depuis le début de la saison, tant on était confiant en l'effectif et dans le jeu proposé. Mais ça suffit pas pour battre Saint-Étienne. Pour toi, et on en parlait un petit peu avant l'émission, donc je pense que tu vas aller en ce sens-là, mais c'est là la différence, c'est qu'on peut faire douter le système, mais les individualités sont tellement hautes que ça suffit pas, à ton avis, Adrien? Ah bah non, non, c'est sûr qu'on a des individualités et il y a un joueur qui est en train de m'étonner énormément, c'est Milanovic, Ouais. le petit jeune, non, il est impressionnant. Et je pense que si tu arrives à les jumeler tous les deux avec Mouefek au milieu de terrain et avec Tardieu, tu as vraiment un milieu de terrain qui va être actif. On a vu la rentrée de Mouefek hier, il a percuté dès qu'il prenait le ballon, il percutait, il rentrait dans la surface. Euh, Comme on dit, on est une équipe, on a, je dirais même pas 15 titulaires, mais tu as pratiquement 18 titulaires. Déjà, tu as ta ligne d'attaque, tu blesses trois joueurs, tu peux les changer tous les trois. Tu auras trois joueurs qui sont du même niveau ou d'équivalence. Donc, vraiment, ils ont un rôle pour le moment où ils laissent un petit peu le jeu pendant 25 minutes. Même, et en plus, ça déstabilise l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse voit qu'elle a le monopole du ballon, que ça joue bien. Mm. Et du moment où ça accélère, par contre, on l'a vu contre Clermont, on l'a vu hier contre Amiens, ça va plus le ballon. Et c'est des phases de touche de balle, pas plus. Ça va de l'avant, ça percute. Puis et puis en plus, on a retrouvé notre buteur Stassin. Mm. Et puis on voit vraiment que c'est un buteur parce que pour se trouver là, au moment de la frappe sur le poteau, il n'y a qu'un avant-centre qui peut se trouver ici. Ouais, c'est peut-être pas le plus Il a, rapide, il a, il a, c'est pas le plus c'est pas physique, le plus mais rapide, mais il a le fil, il est il sent où toujours au bon il faut être endroit. placé au bon endroit. C'est ça. Mais c'est le troisième but un petit peu de vrai renard, hein, pardon. Ah Mais, oui, tout à fait. Mais il y a que ça. Enfin, voilà, beaucoup de ces buts, c'est ça, quoi. quand on voit ce week-end, voilà, la passe de Cardona, pareil, il a 1 mètre de la ligne à peine. Il est entre les deux Clermont aussi. défenseurs centraux. Clermont également, pareil, ça se joue à rien. Donc oui, il a vraiment ce sens du but-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve d'ailleurs qu'il est un petit peu moins peut-être à s'éparpiller. On le voit un petit peu moins participer au jeu comme Ouais. on aurait pu Il le décrochait voir la beaucoup saison avant. dernière. Voilà, il décrochait beaucoup et il était vraiment très, très actif. Là, on sent voilà, peut-être un petit peu moins actif, il décroche beaucoup moins. Par contre, en termes d'efficacité, il est au rendez-vous. Hein. Oui, on sait que c'est un Match bon, titulaire, sera vu. on sait que c'est un bon, on sait que c'est un bon avant-centre parce que il marque des buts où devant la télé on peut se dire ah oui moi aussi celui-là je peux le mettre. Donc du moment où Oui. du moment où un attaquant marque des buts où tu te dis ah oui moi aussi celui-là je l'aurais mis, c'est qu'il était bien placé généralement. Euh, Pas tous hein, parce que ce week-end il y en a un je suis pas sûr de le mettre je suis pas sûr de le mettre quand même. Tu peux le mettre, mais tu te réveilles 30 secondes après, en fait. Non, Tu vois, ou t'as le alors, réveil qui sonne. ou alors il faut me laisser quelques tentatives. Il faut que les défenseurs soient un peu plus passifs que ce qu'ils ont été. Il y a autre chose qui aurait pu faire, que on l'a dit, les individualités font pencher la balance en faveur de Saint-Étienne, mais il y a autre chose qui, pour l'instant, ne penche pas en faveur de Saint-Étienne, en tout cas de nos yeux de supporters amoureux. C'est l'arbitrage, messieurs. J'en entends parler quasiment à chaque match de Saint-Étienne. Comme je le confessais un petit peu à mes camarades avant l'émission, je ne regarde pas toute la Ligue 2, je mea culpa, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre à ce championnat ou propre à Saint-Étienne. Je tendance à dire que, à mon avis, c'est pour tout le monde pareil, le niveau des arbitres, mais est-ce que pour vous, il y a un problème avec cet arbitrage et est-ce que il faudra accepter que si ça continue ainsi, des fois, on va peut-être laisser couler des points à cause de ça et du coup, il faudra peut-être mettre les bouchées doubles pour compenser, Hervé. Alors, déjà, si on prend le match d'hier, il y a peut-être au moins un penalty qui aurait pu être sifflé en notre faveur et qui Ouais, ne, en première mi-temps, il est qui ne flagrant. l'est pas. Oui, Voilà. flagrant.
Et à l'arrivée, on prend quand même les 3 points. Le penalty de Reims, pareil, c'est un penalty qui est imaginaire. Malgré tout, on prend les 3 points. Donc, concernant Saint-Étienne, j'ai envie de dire, on a peut-être là un petit peu de marge qui nous permet justement de dire, malgré 1 à 2 erreurs d'arbitrage en notre défaveur, pour l'instant, ça influe pas sur les résultats. Alors, ça peut influer sur le nombre de buts encaissés ou marqués, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne nous fait pas perdre les matchs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de toute façon énormément de cartons rouges. Sur la journée d'hier, encore, il y a 2 ou 3 matchs de mémoire qui se terminent avec des cartons rouges. Donc oui, est-ce qu'il y a en tout cas je sais pas, de nouvelles consignes au niveau des arbitres, je sais pas, mais en tout cas, oui, on voit qu'il y a beaucoup de cartons rouges. Pour l'instant, ça nous sourit pas. On va dire, Ça finit par s'équilibrer. on dit que ça finit éventuellement par s'équilibrer. Bon, moi, je vais pas. Honnêtement, tant que ça n'influe pas directement sur le résultat, c'est-à-dire qu'on prend pas, nous, un vieux penalty à la 90e alors qu'on est à 1 partout et que l'équipe va gagner 2-1 ou des choses comme ça. Bon, voilà, c'est un peu la vie d'un match, la vie du foot, mais bon, voilà, après de dire qu'il y a une cabale anti-Saint-Étienne, on le voit, il y a beaucoup d'équipes, je vous le redis, qui ont fini à 10 hier. Bon, voilà, pas grand-chose à dire, moi, sur l'arbitrage pour l'instant. Ok, Adrien, t'es d'accord avec ça? C'est plus un problème du championnat plutôt qu'un Ouais, je pense acharnement pas sur qu'il y Saint-Étienne. a... Non, je pense pas qu'il y ait un acharnement sur Saint-Étienne, malgré que c'est vrai, comme l'a dit Hervé, ça peut nous jouer des tours aussi. Contre Reims, siffler un penalty là, Ouais. c'est catastrophique. Alors oui, il n'y a pas la VAR en Ligue 2, ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage, ce moment ou un autre, il faut la réunir parce que c'est des faits de jeu qui peuvent coûter des points, qui peuvent coûter une montée en fin de saison. Le match d'hier, bah, si on marque pas ce but à la 78e de cette fin, bah, c'est à 0-0, malgré qu'il y a un penalty pour nous. Après, c'est vrai que l'arbitrage français en ce moment, c'est pas non plus l'apothéose, c'est vraiment très très faible. Alors, je veux parler du match de Lyon contre Rennes. Quand j'entends à la VAR, Madame Frappa dire Ça ça glisse. glisse, c'est rien. Ça glisse, Ouais, ça pour que c'est ça glisse, faut mettre impressionnant. de l'huile. Là, Ouais. il peut lui péter la jambe. Et c'est vrai que sur des choses comme ça peut jouer une saison, ça peut jouer pour toute une saison. Après, moi, j'ai un collègue, moi, vous devez le connaître aussi, c'est Loris Neri, qui va passer arbitre dans pas longtemps, qui fait 4e arbitre en Ligue 2. Bah, des arbitres comme ça, par contre, c'est des gars qui connaissent le football, qui ont joué au football, qui ont été joueurs, comme le Bastiac aussi, qui est arbitre en Ligue 1. Voilà, c'est des arbitres comme ça qu'il faut. Des gars qui sentent le foot, qui puissent discuter avec les joueurs. Quand on le Ça aussi, regarde. c'est hyper important quand un regard voilà, de footeux. Pas que d'arbitre, mais un footeux va prendre des décisions qu'il aurait pu prendre lui sur le terrain. Et c'est hyper important. Ouais. Après, comme tu dis, Adrien, je suis Très d'accord vite, avec Hervé. globalement avec ce que tu dis très vite, mais il n'y a pas la VAR en Ligue 2, malheureusement. On a ce regard-là parce qu'on l'a connu en Ligue 1 et où on disait à des moments, il y a la VAR malheureusement, parce que sur le penalty, par exemple, sifflé contre Chico Lamba, on n'est même pas sûr que la VAR va appeler l'arbitre pour erreur Oui, manifeste. C'est toujours pareil, aussi, ouais. ouais. Mais de toute Donc, façon, bon, voilà, c'est. ce que tu Faut veux dire, faire c'est avec ou faut on faire. trouvera un moyen Ouais, toujours trouver un moyen de rouspéter en tant que supporter. C'est ça ouais, on fait avec ou on fait sans. Bon, voilà. Ok, C'est vrai. l'important c'est qu'on fasse, et l'important c'est qu'on engrange des points. Gab, sur l'arbitrage, très vite, pardon. Globalement, le sentiment de tout le monde, c'est que pour l'instant, tant que ça nous préjudice pas, tant que ça ne défavorise pas la SSE par des résultats négatifs, pour l'instant, on va dire que ça passe. C'est notamment ce que dit Nico Saint-Paul, euh, qui disait, euh, qui disait également que justement par rapport à la VAR, on pleure qu'il n'y a pas la VAR en Ligue 2, mais en Ligue 1, on pleurait aussi parce qu'elle était là et que des fois, il y a des situations un petit peu incompréhensibles qui sont sifflées ou pas. Euh, voilà globalement le sentiment de tout le monde. Après, on a François qui nous dit oui, l'arbitre aurait dû siffler un penalty, mais on sait très bien que sur une saison ça va s'équilibrer. C'est ce que disait un petit peu Hervé ou Adrien. Et on a Guikos qui nous dit ça commence à faire beaucoup avec les erreurs tout de même. Il n'y a pas de cabale anti-synthé, mais ça peut fausser le match. Par exemple face à Reims, justement par rapport au penalty sifflé contre Lamba, on aurait pu avoir un match beaucoup moins stressant. C'est ce qu'il nous dit. Donc voilà globalement tant que pour l'instant, la SSE ne perd pas, je pense que ça passe, mais à mon avis, si, comme disait Hervé, je crois, si un jour il y a une erreur qui nous défavorise au point de nous faire perdre, à mon avis, là, il y aura plus de contestation, on va dire. Ouais.
Merci beaucoup, Gab. Merci le chat. Continuez d'interagir. On vous lit et on remonte au maximum vos messages. On doit faire vite sur le débrief, mais il y a encore un ou deux points dont je voudrais parler, messieurs. D'un point de vue des performances individuelles, je voudrais connaître si vous avez eu des satisfactions très particulières ou des insatisfactions à remonter. Et je vais vous poser une question qui nous taraude dans le programme, c'est de savoir si vous aussi, depuis le début de la saison, parce qu'on l'a vu, il est revenu un peu de blessure, il revient un petit peu dans le rythme, est-ce que vous aussi vous trouvez quand même que Jabert, quand il est là, ça change tout et que c'est quand même pas loin d'être notre meilleur joueur malgré la remontée de Stassin en force, Hervé? Alors moi, sur les flops, entre guillemets, je mettrais, moi, hier, Lamba, que j'ai pas trouvé. Alors, il n'a pas eu grand-chose non plus à faire. À l'image de Nadé. Nadé, j'ai vu à la 55e qu'il était sur le terrain, tellement il n'a rien eu à faire. J'exagère un petit peu, mais voilà. Lamba, hier, je l'ai trouvé plus lambda que Lambada. Il m'a pas fait bouger de mon siège. Il a même eu une ou deux pertes de balles qui auraient pu nous coûter plus cher. Donc, ouais, Lamba, je n'ai pas trouvé exceptionnel. Par contre, en Boaky, un petit peu en dedans aussi. Par contre, vraiment, moi, en top hier, c'est Bernauer. Ouais, Un poste de latéral droit qui n'est pas le sien. Il a eu une débauche et une activité énorme. Défensivement, alors oui, il y a eu à un moment une balle perdue, en tout cas un mauvais jugement. Mais par contre, derrière, et puis quand on le voit jouer à ce poste-là, il a gagné un nombre de ballons, ne serait-ce que par son positionnement, mais son positionnement de corps, des feintes de corps, des fois, qui lui permettaient juste de récupérer, d'intercepter. C'est un gars qui défend toujours debout. Je suis même pas sûr qu'il ait fait un seul tacle hier. Et honnêtement, moi, il m'a vraiment impressionné. Il a du coffre. On voit que c'est un vrai bon joueur de ballon. Il n'est pas emmerdé avec le ballon. Et puis, une lecture de jeu, un placement. Et puis voilà, l'activité qu'il a eue. Et puis toujours à bon escient, au bon endroit, au bon moment. Moi, il m'a bluffé, ouais. Jusqu'à la dernière minute, les retours défensifs des courses de 80 mètres pour revenir, c'était impressionnant. Et sur Mahmoud Jaber, est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation qui dit que c'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison? Alors, en tout cas, qu'il fasse partie des tout meilleurs et des très bonnes pioches, ça c'est une évidence. Il change le visage de Sainté quand même. Ouais, il change le visage, mais aussi je trouve moi que c'est un petit peu la complémentarité qu'il va avoir avec ses collègues du milieu, avec la relation technique qu'il peut avoir avec ses collègues du milieu. Donc oui, il change beaucoup de choses dans l'impact physique, dans leader d'effort, parce que lui aussi, il s'économise pas, il est au four et au moulin. C'est quelqu'un en plus qui va se projeter, qui va souvent être aux abords de la surface. Il a déjà marqué un but, Jabert, depuis le début de saison. Là, pour le coup, quelqu'un qui n'hésite pas à tacler, qui remonte le terrain s'il perd la balle. Fait voilà, un très très bon état d'esprit. De là à dire que c'est le meilleur, ouais, Stassin quand même revient très très fort en peu de matchs. Larsonneur, même si hier on l'a pas vu, force est de constater que lui en Ligue 2, c'est son championnat et qu'il est quand même au-dessus de ses confrères gardiens. Donc ouais, je trouve qu'on a 3-4 joueurs qui pourraient avoir ce titre entre guillemets honorifique de meilleur joueur depuis le début de saison. Ok, merci à Adrien. Sur les individualités, sur Mahmoud Jaber. Jaber a fait un très très gros match hier. C'est vraiment un milieu récupérateur qui va de l'avant, qui percute, qui a un jeu long, un jeu court. Mais c'est vrai que dire meilleur joueur, moi pour le moment je vois aussi Bernauer. Bernauer, il est un joueur polyvalent, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. D'ailleurs, il le montre très bien. Et moi, je reviens toujours sur ce petit milieu, le Milanovic, je trouve Milanovic, je trouve très bon. Il était un petit peu en dessous hier par rapport au match de Reims. Je l'ai trouvé un petit peu moins transcendant. Alors lui, pour le coup, il a vraiment pas l'habitude d'enchaîner les matchs, vu qu'il a déjà fait plus. C'est son deuxième match. Il a fait plus de matchs en deux matchs que sur un an. Mais c'est vrai qu'il percute beaucoup, il va de l'avant, il donne de bons ballons, il met de la vitesse dans son jeu. Et je pense qu'on a trouvé une assise au milieu de terrain entre. Alors, ils sont à 4 pour le moment, parce qu'il y a Tardieu, il y a Mouefek qui revient de blessure, il y a Mialovic et il y a Jaber. On a vraiment un milieu de terrain qui est cohérent. On a du récupérateur, on a du percuteur.
On a des joueurs de passes courtes, passes longues. C'est vraiment très intéressant pour l'équipe. Et devant, Stassin, oui, c'est qui revient aussi en forme. On a vraiment une équipe, pour le moment, pour trouver des flops. je- sur ces matchs-là, c'est compliqué à dire parce que ils arrivent toujours à se repêcher les uns les autres. Il y en Ouais. a un va faire une erreur, il va vite être récupéré, ce qu'on voyait pas les dernières. Il y avait une erreur, c'était le néant total. Et là, cette année, on sent qu'il y a une osmose dans l'équipe. Et ben, vu qu'il n'y a pas de flop, et je veux ton regard, Adrien, là-dessus, est-ce que pour toi, ce genre de match est triqué? On parle encore d'un clean sheet, hein, c'est le troisième de la saison. Est-ce que pour toi, ces matchs qui sont durs à gagner, qui se jouent sur des détails, sur une équipe qui ne semble pas être capable d'être bougée, sur une équipe qui, en accélérant, on l'a dit, fait la différence, est-ce qu'au final, celle-là, dans la tête des adversaires, elle n'est pas encore plus forte? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas une démonstration de force de C'est une l'équipe démonstration de force. plus que mettre un 4-0 ou plus que... Ah bah tout à fait, parce que comme l'a très bien dit Hervé, l'Arsenal n'a pas plongé hier. Il n'y a Ouais. pas il y a pas une grosse occasion, à part la frappe de Lobry qui passe au-dessus et la tête sur le corner. Mais sinon, le reste du temps, si peut-être un petit peu l'erreur de Bernauer quand il veut la remettre de la poitrine, l'Arsenal intervient sur une sortie. Mais sinon, à part ça, Amiens n'a rien à se mettre sous la dent. Et nous, par contre, quand on va accélérer le jeu, Ouais, c'est du ça va danger à vite. chaque fois. Mm. Ça va très vite et c'est danger à chaque fois. On voit les déplacements de Stassin, on voit les déplacements de Bocaï, de David Ajuli. Parce que David Ajuli aussi, il revenait de blessure. Il n'a pas été dans son rendement habituel, mais il est là sur le coup franc, il est là pour mettre le ballon sur le poteau. Il amène du danger aussi. Donc on a vraiment une équipe qui est cohérente et qui va être compétitive cette année. Qui fait peur, une équipe qui fait peur. Gab, avant de parler, de passer au dossier de la semaine, hein, qui va être consacré à la gestion d'Eric Horneland, est-ce que tu nous ferais pas un petit débrief sur les individualités, très rapidement? Ouais, rapidement, comme les noms qui ressortent sont à peu près les mêmes noms qu'ont sorti Hervé et Adrien. C'est Stassin et Jabert qui ressort en top hier avec Bernauer sur le côté droit qui a beaucoup plu à nos viewers. On a notamment Laurent qui nous dit Bernauer, il est vraiment top, c'est un vrai couteau suisse. Donc voilà les trois joueurs globalement qui reviennent. On a par contre dans les flops, on a enfin flop entre grosses guillemets, mais on a aussi Nico Saint-Paul qui relève que Lamba sur les relances ce mardi, c'était pas vraiment ça. Euh, on a aussi Boaké qui revient parce nos viewers trouvent qu'il a manqué de finition et de bonnes décisions ce mardi à Amiens. Peut-être l'enchaînement des matchs aussi qui l'ont un peu fait baisser physiquement. Et, et sinon, ça pourra peut-être valoir pour une prochaine fois, parce qu'on va passer au dossier Horneland, mais je trouve, une bonne réflexion de Comy Boy qui nous dit si Joao Ferreira est de retour, donc le latéral droit habituel, plus Anan qui sera côté gauche, que fait-on avec Bernauer Eh oui. puisque justement là il enchaîne les bonnes prestations. Est-ce qu'il prendra la place de Nadé ou de Chico Lamba dans l'axe? Ça sera une question à approfondir, je pense, dans les prochaines semaines. Et justement, pour la transition parfaite par rapport à Horneland, on a deux visions dans les commentaires qui ont commencé à en parler. On a Geekos qui nous dit je trouve qu'Horneland a fait les bons choix de ne pas faire de changement, puisqu'au final, c'est David Ashvili et Stassin qui nous ont sorti du pétrin avec le but de la victoire. Et au contraire, j'ai vu aussi pas mal de messages qui trouvent qu'Horneland fait partie des flops parce que justement, il n'a pas fait de changement ce mardi, en tout cas que deux, dont un à la 88e, je crois, et que on est dans une semaine à trois matchs, donc ça peut nous porter préjudice peut-être samedi. Donc ça fait une bonne transition, je pense, pour le dossier. Ça marche, merci beaucoup Gab. On va devoir en parler de ce dossier. C'est le seul point, on va dire, négatif que j'ai vu ressortir sur les réseaux post-match. C'est la gestion de Horneland, un match qui semblait un peu verrouillé. Pas eu trop de changements, on s'attendait à ce qu'il fasse tourner peut-être un peu le 11. Au final, il n'y a eu que deux changements, David Ajvili pour Cardona et Jabert pour El Jamali. Deux changements dans le jeu. Euh, un but à la 78e, mais des changements notamment un des changements hold qui rentre qu'à la 89e. Euh, Est-ce que pour vous, avec ce qui restait sur le banc, on parlait d'Apia qui est resté sur le banc, il y a Jamali qui était là aussi, est-ce que pour vous, dans cette semaine à 3 matchs où il faut gérer, dans ce match verrouillé, est-ce que pour vous c'était... Vous êtes aussi posé la question, est-ce que pour vous c'était aussi incompréhensible que Horneland n'essaie pas de changer les choses, ou est-ce que comme il l'a dit, il sentait que ça allait venir des mecs qui étaient sur le terrain, Hervé?
Ben, en tout cas, je ne sais pas s'il l'a senti, mais pour le coup, c'est venu effectivement des joueurs qui sont venus sur le terrain. Moi, je me demandais pourquoi Davitashvili, justement, ne sortait pas. Pour une fois, Boakier, encore une fois, qui était un petit peu en dedans. Maintenant, force est de constater que c'est sur une belle action de Davitashvili et Stassin en renard, comme on l'a dit, qui nous sort du pétrin. Donc, si lui estime qu'il a des joueurs sur le terrain qui, à tout moment et jusqu'à la dernière seconde, peuvent nous faire gagner les matchs, comme ça a été le cas hier, ça va être compliqué. Maintenant, je pense que si on regardait le banc également, il y a un garçon comme Dufus qui aurait pu rentrer, Par exemple. Cardona. Maintenant, c'est peut-être une gestion aussi Oui. par rapport au Oui, je troisième pense que match, c'est une c'est-à-dire gestion. Ouais. voilà, peut-être qu'au troisième match, justement, À la Boakier ne maison. sera pas là. Cardona, par contre, retrouvera une place de titulaire. Miladinovic, qui a jamais enchaîné, effectivement, peut-être qu'il sera même sûrement sur le banc ce Oui. week-end au Puis, profit de c'est ça. Moefek À la maison, contre une équipe un peu moins censée être un peu voilà, moins forte, est-ce que c'est pas. Oui. d'El Jamali. Donc, je veux dire, peut-être qu'il a justement préservé un petit peu certains joueurs et que les titulaires, eux, par contre, ont tout donné jusqu'au bout parce que, justement, ce week-end, ils pourront un petit peu souffler en restant sur le banc, même si Stassem, maintenant, je pense, est parti pour être aligné à chaque fois, sauf alerte peut-être musculaire ou blessure. Mais après, bon, moi, je fais encore confiance au coach dans sa gestion-là. Et puis hier, pour le coup, en plus, ça y donne raison. Ça y donne raison. On n'est pas certain. Alors, il y a les deux façons de voir, mais on n'est pas certain que s'il avait rentré Dufus, Cardona, par exemple, plus tôt, ou Benold, on n'est pas certain que le match aurait été déverrouillé par ces joueurs-là. La seule chose dont on est certain, c'est que le match a été déverrouillé par les joueurs qu'il a laissés très longtemps, trop longtemps au goût de certains, sur le terrain. Adrien, est-ce que toi tu Bah, n'aurais pas fait de changement? Tu comprends la vision d'Orneland? moi, je comprends tout à fait les joueurs de Hollande. Il a une équipe qui était en place, alors certes, avec un petit peu moins de rendement que contre le match de Reims, mais il a voulu aussi laisser souffler Cardona, parce que Cardona, il enchaîne des matchs en tant que titulaire. Donc, je pense qu'il a voulu le laisser souffler. En plus, il y a eu la sélection entre-temps. Euh, qu'il fasse rentrer Mouefek, c'est bien, puisque Mouefek a besoin de temps de jeu aussi, c'est un moment qu'il était blessé. Mais de faire que deux changements, tu regardes, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup d'entraîneurs qui ne font que deux changements par match. Ils changent pas beaucoup de joueurs. Et là, son équipe est en place. Il a une équipe qui est en place, qui a du danger, qui n'est pas mise en danger. Et c'est très bien qu'avec les individualités qu'il a, comme Davidashvili ou comme Staffin, à un moment ou à un autre, il va y avoir un déclic, il va y avoir un petit espace, et ça va créer l'occasion. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur ce coup franc qui est récupéré par Davidashvili, qui élimine trois joueurs dans la surface, qui arrive à enchaîner sur une frappe, et derrière, on marque sur un but Staffin. Moi, je pense qu'il a un turnover qui est plus qu'honorable pour le moment, parce qu'il fait des bons changements. Les changements qu'il a fait pour le moment, pour moi, sont plus judicieux. Et voilà, il y a un troisième match qui se prépare samedi contre Guingamp. Alors, comme le disait Hervé, oui, Cardona va être titulaire. Boca, il va souffler un petit peu. Mais là, Vizic va souffler. Mouefek va être titulaire. Moi, je dirais peut-être que Dufus sera peut-être titulaire à la place de Sassin pour faire souffler un petit peu Sassin, parce que Guingamp, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts à l'extérieur. Ils en ont pris 5 dernièrement à 3. Donc, je pense qu'il analyse aussi les matchs et il a fait un petit turnover justement pour laisser souffler les gars, pour qu'ils soient en pleine possession à 100% pour le match de Guingamp. C'est en tout cas ce qu'on verra dès ce week-end et peut-être qu'on remettra le sujet sur le tapis si comme tu le dis Hervé, si un jour le résultat ne lui donne pas raison. Gab, qu'est-ce que dit le chat sur le coach en Hollande? Avec ce qu'ont dit Adrien et Hervé, on a Mathias Lebabek qui nous dit justement peut-être qu'il n'a pas voulu fatiguer Dufus et Cardona pour Guingamp, mais Boakier était cramé dès la fin de première mi-temps, donc il insinue que ça aurait été bien de sortir Boakier beaucoup plus tôt. On a Jérémy qui nous dit sur YouTube, j'aimerais bien voir Dufus, mais avec la forme de Stassin associée à David Julie, j'ai peur qu'on ne le voit que très peu, mais au final on a des problèmes de riches et finalement c'est tant mieux pour nous, mais attention à la gestion et la cohésion du groupe surtout puisque peut-être que certains qui ne jouent pas pourront à terme montrer quelques signes d'agacement. Et sinon, on a Olex qui est un petit peu à l'inverse d'Adrien et Hervé. Lui nous dit que samedi, il faut absolument le trio infernal Zurico, Stassin, Cardona pour Guingamp, même si sur le papier, Guingamp est peut-être un petit peu moins costaud qu'Amiens. Lui aimerait voir les trois meilleurs attaquants de la SSE.
Merci beaucoup Gab. Et oui, on nous le dit aussi dans le chat, hein, attention ne pas être trop Stas indépendant. Mais ça, on ne demande que ça, hein. S'il marque un ou deux pions par match, moi je vais être Stas indépendant au moins jusqu'à la fin de la saison. Allez, on a encore un petit point sur la Ligue 2 à faire l'avant-match de Guingamp. Donc on y va tout de suite pour le prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Le prochain match, c'est contre Guingamp et on est messieurs sur une Ligue 2 où on est toujours seul en tête. On a gardé cette longueur d'avance sur 3 qui ne veut pas lâcher nos baskets. Reims a gagné, Montpellier s'est fait taper contre Boulogne. Ça c'est la grosse surprise de la journée, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup des favoris entre Reims, Montpellier, Saint-Étienne, Troyes qui subissent des sorts divers et variés. Saint-Étienne reste la seule équipe invaincue. Mais pourtant, comme je l'ai dit, Troyes nous lâche pas. Est-ce que... Bon, Adrien, on a déjà eu ce débat du coup la semaine dernière, parce que c'était à peu près la même photo, on va dire. Oui. Mais toi, Hervé, est-ce que tu es surpris par cette proximité de Troyes et le fait que malgré un début de saison canon de la part des Verts, on n'ait pas décroché beaucoup de monde, même si on a déjà un petit écart avec le top 5-6, quoi. Disons que sur ces équipes-là, on est la seule invaincue. Moi, j'attendrai, alors j'espère, pourquoi pas, hein, on peut rester invaincu toute la saison, c'est de voir un petit peu après, justement, une première défaite ou une première série un petit peu négative. Pau était vraiment dans le trio aussi et dans notre roue, hein, puisque jusqu'à leur défaite hier face à Troyes, justement, ils étaient aussi... au diapason d'un début de saison canon. Il faut voir comment Pau va réagir. Peut-être que cette première défaite pour eux va leur mettre un coup sur la tête et que ça va chuter. Après, voilà, il ne faut pas oublier, nous, l'année où on monte. C'est le Red Star qui perd contre Troyes. Je peux même de corriger. Non, pardon, oui. Pau, oui. Pau, ils ont gagné contre Laval. Ils gagnent contre Laval, pardon. Je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, nous, l'année où on remonte, à la trêve, on était mal embarqué pour remonter. Oui, et puis, à la faveur d'une deuxième partie de saison canon, on a réussi à aller chercher cette montée un petit peu tirée par les cheveux. Donc, il y a des choses... Montpellier, ça paraît quand même très, très compliqué. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas tellement surpris parce que Montpellier, c'est un petit peu quand même le scénario d'une longue descente aux enfers. Un petit peu ce qui nous attendait, nous, si on n'avait pas été racheté, hein, soit dit en passant. Donc Montpellier, je pense que ça va être très, très compliqué pour eux. Eux, pour le coup, en plus, ils ont gagné un match. Ils ont commencé à se dire que ça y est, c'était lancé. Et puis, en fait, il n'y a rien du tout qui est lancé. Voilà, après, Troyes, c'est des clubs qui sont habitués. Troyes, pas forcément eux, mais Guingamp, Clermont, pareil, qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Je me disais, tiens, eux aussi, ils vont démarrer peut-être un petit peu fort, et finalement, ça démarre un peu moyennasse. Bon, voilà, Nancy, toujours pareil, il y a des clubs comme ça, avec le nom, on se dit, oui, il n'y aura rien d'étonnant. Si on imagine un trio, un podium Saint-Étienne, 3 Nancy, c'est des clubs qui connaissent la Ligue 1, qui ont déjà joué. La question, c'est est-ce qu'il y a des vrais concurrents pour Saint-Étienne pour toi, Hervé ? Pour l'instant, tant que mathématiquement, justement, on n'a pas fait un vrai trou, il faut prendre en considération le nombre de points. On en a 17. On va dire que jusqu'au 4e, ça reste encore serré. Après, on voit bien que dès le 5e, ça fait déjà 6 points d'écart. Donc, c'est quand même dur à combler, 6 points. Bon, voilà, est-ce qu'il y a vraiment de vrais concurrents ? Mathématiquement, en tout cas, pour l'instant, je dirais qu'on en a au moins 3. 3, justement, Pau, le Red Star. On n'a joué aucune de ces équipes-là. Donc, quand on va les jouer, soit on creuse l'écart, soit on les laisse nous grignoter. Si on creuse l'écart avec ces équipes-là, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de concurrence. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut rester humble, il faut rester confiant, mais pas suffisant. Mathématiquement, le trou n'est pas fait. Donc, tant que le trou n'est pas fait, oui, on a des concurrents. Ça, c'est évident. Et oui.
Je vais pas faire de blague sur cette dernière phrase. J'allais en Oui, faire une et puis merci. je me suis rappelé qu'il était déjà 21h50 un mercredi après-midi. Enfin, mercredi soir, c'est pas le moment. Ça, c'est mon deuxième contrat qui me Eh fait oui, défaut c'est là. ton surnom de professionnel, il m'est revenu en tête à ce moment-là. Je me suis C'est dit, ça. voilà. Adrien, sur ce classement, je disais la photographie est à peu près la même que la dernière fois qu'on a échangé. Ouais. Mais est-ce que pour toi aussi, à peu près même question, est-ce qu'il y a vraiment des vrais concurrents pour Saint-Étienne et est-ce que tu vois pas une course se dessiner à deux pour l'instant? Alors, pour le moment, oui, c'est une course qui est en train de se dessiner à deux avec trois. Mais il faut quand même se méfier des équipes comme le Red Star, comme Nancy, comme Laval. Même Laval, moi, il faut s'en méfier de Laval aussi. C'est une équipe ça fait 2 ans qu'ils jouent la cinquième, sixième place en Ligue 2, donc il faut s'en méfier. Mais on va voir vraiment si on est une équipe solide. On va le voir d'ici un mois et demi quand on va se déplacer et au Red Star et à 3, Hmm. 2 matchs de suite. Ça va être là un petit peu le déclic de la saison. Si on arrive à enchaîner une victoire, un nul ou même 2 victoires, là oui, vraiment, on mettra un grand coup de massue sur le championnat et là, ça sera compliqué aux autres équipes de venir nous le chercher. Mais voilà, pour moi, c'est ces 2 matchs qui vont être des matchs clés. C'est 3 et le Red Star à la suite. Ok. Et pour moi, ouais, ces équipes-là seront proches de nous si on n'arrive pas à les décrocher tout de suite. Et est-ce que pour toi, du coup, Saint-Étienne doit. Alors, toi, je t'ai déjà posé la question la semaine dernière. Donc, je vais la poser à Hervé. Ouais. Est-ce que Saint-Étienne doit se fixer des objectifs secondaires, mon Hervé? Est-ce que, par exemple, maintenir l'invincibilité, un certain nombre de points? Bon, le titre de champion, on a tous convenu que tout autre résultat serait un peu une déception au vu des sommes investies et de la différence avec les camarades de classe. Mais est-ce que pour toi, pour maintenir la motivation et rester impliqué si jamais on venait à vraiment maintenir ce rythme intense, est-ce que pour toi il faut se fixer d'autres objectifs, Hervé? Alors, moi, je dirais qu'il faut y aller step by step. Hmm, Mais effectivement, déjà, bon, le titre de champion, à minima c'est la sûr. montée, ça, on est bien d'accord. Le titre de champion, ça serait quand même normal et ça ferait plaisir. Et après, oui, je pense qu'en objectif, l'invincibilité, au moins à la maison, ça, c'est Ouais, une obligation. ça aurait de la gueule d'être les invincibles de la Ligue 2 quand même. Voilà, après, c'est là où j'allais en venir. L'invincibilité à la maison, elle doit être dans toutes les têtes, à chaque match à Geoffroy Guichard. Il ne faut pas qu'il y ait une seule défaite à Geoffroy Guichard cette année. Pour les mêmes raisons évoquées que le titre ou que la montée. Hein. À partir du moment où on met les moyens qui ont été mis, à partir du moment où tout le monde se paluche sur les supporters, sur Geoffroy Guichard, c'est un bonheur de jouer là-bas, etc. Et je pense que la plupart sont sincères dans ces propos-là. La moindre des choses, c'est de faire de Geoffroy Guichard un stade imprenable où l'équipe va rester invaincue. Deuxième étape, ben oui, ça serait de pousser cette série d'invincibilité qui est quand même bien embarquée à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, on fait un nul et après on gagne à chaque fois. Ouais. Donc oui, forcément, l'invincibilité, allez, jusqu'à la trêve de Noël. Jusqu'à la trêve de Noël, ça peut être le premier objectif. Rester leader toute la saison, voilà. Et puis après, pourquoi pas être les invincibles de la Ligue 2. J'ai envie de dire que pour nous et pour la Ligue 2, c'est l'année ou jamais d'avoir une équipe invincible. Ouais. C'est l'année ou jamais pour Saint-Étienne de s'octroyer voilà, ce petit palmarès, encore une fois, honorifique. Là, c'est l'année ou jamais. Voilà. On est obligé de faire très, très vite parce on arrive bientôt au bout de l'heure qui nous est accordée. Adrien, tu as cet objectif d'invincibilité, de nombre de points. Pour toi, je suppose que ça a aussi une grosse importance pour Ah, bien sûr. l'avenir futur en Ligue 1, s'il y a. Tout à fait, bien sûr. C'est d'être invincible en Ligue 2 et d'arriver à enchaîner après. Bah, je dis pas d'être invincible en Ligue 1, mais d'être Tu invincible arrives en domicile. sur une dynamique. D'arriver sur une dynamique. On le voit, beaucoup d'équipes qui montent de Ligue 2 à Ligue 1 sont sur une dynamique pendant un certain temps. Hmm. C'est là où ils engagent le maximum de points. Après, bon, ça stabilise un petit peu. Oui. Mais oui, l'objectif de cette année, pour moi, il est clair. Déjà, c'est d'être champion de France de Ligue 2, parce qu'ils ont l'effectif pour. Mais surtout, l'invincibilité à domicile et de faire un pari entre eux. Ça peut être un petit jeu entre eux, se faire un pari et d'être invincible toute la saison. Il y a des mecs qui ont gagné des ballons d'or en pariant des Rolex, alors on peut bien pas. Exactement. on peut bien rêver. Gab, sur cette Ligue 2 avant de passer au prochain match. Ouais, ouais, pareil, les noms qui reviennent comme concurrents, c'est surtout Troyes par rapport à leur gros début de saison, et aussi Reims qui revient beaucoup. On a vu qu'ils ont roulé sur Clermont hier, qui était réduit à 10 très tôt, mais
mais qu'ils ont retrouvé Nakamura notamment, qui n'était pas titulaire à Saint-Etienne et qui leur a fait grand bien. Donc on a pas mal de messages qui nous disent il ne faut surtout pas enterrer Reims, même si là ils ont 6 points de retard sur nous. Et sinon, on a aussi un message de Maverick sur YouTube qui nous dit, je pense que le principal concurrent de Saint-Etienne, au final, c'est eux-mêmes, enfin c'est la SSE elle-même, puisque on est vraiment au-dessus du lot cette année. Donc finalement, c'est à nous de nous donner les moyens de terminer la saison de la meilleure des manières, comme on l'a dit, avec le titre de champion et pourquoi pas avec une invincibilité à domicile ou sur toute la saison. On verra bien, mais voilà ce qui ressort du chat. Merci beaucoup le chat, merci beaucoup Gab. Et donc un dernier point, ces beaux objectifs que vous nous avez vendus, messieurs, passeront déjà par ce week-end et la réception de Guingamp. Guingamp qui est une équipe qui prend beaucoup de buts, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui n'est pas dans une si mauvaise dynamique que ça d'un point de vue comptable, puisqu'ils ont 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Est-ce que pour vous, ça ressemble quoi? Ça peut être un match piège dans une semaine à 3 matchs où tu as gagné, tu as prouvé que tu étais costaud. Est-ce que le turnover d'effectifs, peut-être la surconfiance, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'un Geoffroy Guichard chauffé à blanc, est-ce que ça peut pas être le piège parfait d'un point de vue, d'un point de vue stratégique pour Guingamp, Adrien? Ah bah oui, bien sûr, Guingamp va venir à Saint-Etienne pour gagner. Guingamp, je pense qu'ils veulent aussi essayer d'accrocher le wagon pour la montée. À nous d'être intelligents dans le jeu, de produire du jeu comme on l'a fait contre Reims. Alors pas les 20 premières minutes, c'était compliqué, mais de jouer les 60 dernières, les 80 dernières minutes du match de Reims contre Guingamp, ça serait énorme parce que avec la vitesse qu'on va mettre, l'envie qu'on va avoir, le public qui va pousser derrière, ça peut être que bien pour l'équipe. Et là, je suis en train de regarder, je vois que quand même Guingamp, c'est la plus mauvaise défense du championnat avec 15 buts. Mais il faut Mais il faire marque. attention, c'est quand même... Et ils marquent énormément de buts, ils ont marqué 11 buts. Donc, ouais, il y a deux lignes, on dirait qu'il y a deux lignes. Une ligne qui marque, une ligne qui encaisse beaucoup de buts. Donc, à nous de planter des banderilles dans le dos de la défense, parce que ça va être assez faible au niveau défensivement, mais qui prennent beaucoup de buts. Et avec les joueurs qu'on a qui sont rapides, comme David Dashvili, Boca, Cardona, Stassin, ça peut faire mal. Oui. Hervé, ça va jouer là-dessus, sur cette non-homogénéité de Guingamp et le fait que Saint-Étienne, elle, ait un niveau au-dessus sur toutes les lignes. Bah, les matchs pièges, moi, j'y crois pas pour cette saison parce qu'on l'a dit, si on accélère, on est quand même au-dessus des autres. Il faut par contre qu'on s'attende, et ça, je pense que les joueurs l'ont en tête, le staff aussi, à ce que les équipes qui vont nous jouer donnent le meilleur d'eux-mêmes. Oui. À partir du moment où on prend personne à la légère, c'est à nous de nous rendre le match facile et de ramener Guingamp à sa triste réalité de quasi pire défense, si ce n'est la pire défense de ce début de championnat. Donc oui, ils vont arriver avec de l'envie, ils ont déjà mis beaucoup de buts, mais ça, comme on l'a dit, toutes les équipes vont arriver avec de l'envie, ça on le sait. Oui, c'est Donc il n'y a pas de match qui fera tomber piège en Goliath. soi. Voilà, il n'y a pas de match piège en soi. Pour moi, le match piège, c'est le match où le résultat, on s'y attend absolument pas. Donc il n'y a pas de match piège pour nous cette année dans la mesure où, voilà, toutes les équipes pourraient être une équipe match piège, mais par contre, à partir du moment où on a ça au début du match, on sait qu'on va se faire rentrer dedans avec leurs armes à eux du moment. Par contre, voilà, il faut avoir conscience que c'est à nous de nous rendre les matchs faciles en mettant le premier but qui des fois va en appeler d'autres. Pour moi, pas le match piège. La composition, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je pense que ça va tourner surtout devant. Tu ferais tourner qui, toi? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Boakier qui a l'air un petit peu d'avaler la trompette, même si techniquement on voit que lui aussi il amène énormément de choses et de bien. Peut-être Boakier, Cardona à faire tourner. Dufus pour Stassen, ça me paraît très compliqué. Stassen, il est en feu. On sait le feuilleton qu'il y a eu, même si ça n'a pas fait grand bruit. Le feuilleton qu'il y a eu cet été avec partira pas, la somme exigée, etc. Je vois pas le coach le mettre sur le banc, même pour le faire souffler. Le mec, il a 20 ans, il est plein de jus, il est plein de moelle. Il faut en profiter justement. S'il nous plante un triplé samedi, Okay. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Moi je vois tourner un petit peu. Et au milieu, ouais, comme on disait tout à l'heure, Miladinovic, à mon avis, qui va souffler un petit peu aussi pour Moefek. Ou Tardieu qui a joué tout. Tardieu a joué tous les matchs, ouais. Ouais, mais Tardieu a joué tous les matchs, mais avec certains matchs, autant je l'ai trouvé plutôt bon hier,
Autant il y a des matchs où on ne le voit pas trop parce que les autres font le boulot pour lui. Et Tardieu, justement, s'il a joué vraiment tous les matchs et toutes les minutes, c'est que c'est un des hommes de base vraiment d'Orneland. Et je ne pense pas qu'il va le faire souffler sur un match justement comme ça où il faudra avoir un petit peu la tête sur les épaules. Tu ferais plus tourner Miladinovic, ouais, toi. Exactement. Et derrière, est-ce que tu ménages Anan qui a beaucoup Après, qui a pareil, une blessure et qui a beaucoup donné ce week-end. Si c'est pour faire tourner Bernauer, un coup à gauche, un coup à droite, qui sort d'un super match à droite, bon, je sais pas, je tente un petit peu Anan, en sachant qu'éventuellement, je pourrais mettre Bernauer si vraiment ça pète. Après, lui, c'est pareil, il revient de blessure, mais voilà, 21 ou 22 ans, les mecs, ils ont quand même la caisse, donc je ferai pas forcément tourner la défense, non, pour les laisser justement sur ce lancer, quoi. Ils sont où nos 22 ans, putain. Clair. Hervé, je te laisse commencer à réfléchir à ton pronostic et je vais aller vers Adrien pour la compo. Est-ce que toi, Adrien, sur défense, milieu, attaque, qu'est-ce que tu changerais? Ah bah moi, au niveau défense, je ne ferai rien du tout. Je serai la défense qu'on a, parce que la défense qu'on a, elle est vraiment bien. Et au niveau milieu, je sortirais un petit peu Milanovic et faire rentrer Mouefek. Je pense qu'il a besoin de souffler. Là, il vient d'enchaîner 2 matchs d'affilée. Et devant, oui, le trio Cardonos, Tassin et David Ashbili. Ouais, ça semble ce qui semble se dessiner pour beaucoup de personnes dans le chat. Alors, envoyez-nous vos pronostics dans le chat. Je vais revenir vers vous tout de suite. On veut bien sûr les scores, les buteurs, mais ça, c'est surtout pour vous, messieurs, parce que je vous rappelle que le SNC, cette année, c'est des pronos qu'on vous offre. Alors, c'est pour le fun, hein. Nous, on n'est pas très jeu d'argent, vous savez, mais peut-être déjà parce qu'on n'en a pas, mais surtout parce qu'on est sacrément, parce qu'on n'est pas les meilleurs là-dessus. Et pour le dernier match, on peut féliciter Quentin qui pour sa première, déjà on l'a félicité pour sa première au chat, qui a marqué 4 points avec le bon score et le bon vainqueur. Et Pierre, Timothée et Keun, eux, ont eu 3 points chacun puisqu'ils ont trouvé le bon buteur et le bon vainqueur du match. Donc félicitations à eux. Et Hervé, tu as eu suffisamment de temps pour réfléchir. Donc je vais te demander ton pronostic à toi. On va prendre un but, on va gagner le match, on va marquer beaucoup de buts. 4-1 pour Sainté. Doublé de Cardona, qui a beaucoup d'occasions ratées à se faire pardonner. C'est clair. Habituellement, il y arrive sur le match d'après où il rate. Là, il ne l'a pas fait, même s'il y a une passe décisive ce week-end. Donc, je le vois bien mettre un doublé, en plus à Geoffroy Guichard, où il aime bien ça. Stassin qui continue à enchaîner. Il va nous dire un gros score. Ouais, puis en 3, allez, Tardieu, justement, pour bien montrer qu'il est là et qu'il ne va pas tourner facilement. Donc attends, si je résume, Hervé, toi c'est 3-1. 4-1. 4-1. Oh là là, ça, c'est... 4-1, ouais. Ah, il prend des risques et ça j'aime bien. Alors 4-1. Doublé de Cardona. Ah ouais, 4-1, doublé de Cardona, but de Stassin, but de Tardieu. But de Tardieu. Alors ça c'est beau. Adrien? Alors, moi, on va rester sur un clean sheet, je dirais 4-0. Ok. 4-0 pour Sainté avec un doublé de Cardona, un but de David Ashvili et un but de Stassin. Oh. Alors là, les gars, vous êtes très ambitieux. Gab, je veux un tour du chat et je veux aussi ton pronostic. Ouais, pour commencer par le chat, évidemment tout le monde est optimiste, il y a que des victoires. On a Franz qui voit un 2-0 pour Saint-Etienne, François qui voit un 3-1, Célo Blaise qui voit un 3-0, on a Vodka qui voit un 4-1, doublé de Stassin, un de Cardona, un de David Ashvili. Donc quasiment comme Hervé. On a Fields Music qui voit un 4-2 et sur Twitch, on a Elches qui voit un bon 5-1 pour la SSE, Nico Saint-Paul qui voit un 3-0 et Elches qui nous donne ses buteurs aussi, doublé de Stassin, doublé de David Ashvili et un but de Cardona de la tête. Donc voilà, c'est précis. Et moi de mon côté, pour mon premier prono de la saison, je vais dire un 3-1 pour Sainté avec un but de David Ashvili, de Stassin et de Chico Lamba qui a failli marquer ce week-end et que je vois bien marquer sur un corner. C'est vrai qu'il a mis une belle tête. Et puis pour finir, moi je vais dire un 3-0. Stassin, Zurico et
MOFA 40 ans, tiens. Allez, ça c'est vendu, c'est plié, c'est cadeau, c'est pour moi. Me reste à vous remercier, à vous remercier d'avoir été là, aussi nombreux en milieu de semaine, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure un petit peu dépassée, mais on avait beaucoup de choses à se dire et puis on était tellement contents de retrouver Gab que voilà, on n'a pas pu s'empêcher quoi, d'allonger un peu l'émission. Donc merci à vous les gars d'avoir été avec moi autour de la table. Merci à vous dans le chat d'avoir été là. Merci à ceux qui nous écoutent en replay. Merci à toi, Kevin. Mais de rien, toujours un plaisir. Je fais juste un petit bisou à Nico Saint-Paul dans le chat. Mais oui, un habitué, un ancien de l'émission, il est là depuis le commencement. Et me reste à vous dire de passer une belle semaine, de prendre soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine avec 3 points en plus, c'est certain. Allez, ciao. Allez les Verts. Salut, allez les Verts. Bonne soirée à tous.